pays européens, à l'échelle mondiale? Est-ce que si les Russes, les Américains et les Chinois font rien, on ne verra rien sur le... donc on en est où d'un point de vue international? C'est la question à tout le monde, donc si tout le monde peut répondre. Non, parce que là, au niveau des stratégies un peu mondiales, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la France est en retard sur ce sujet-là précis. Les pays les plus en avance, en gros, c'est le continent américain. Oui, enfin, je dis le continent américain, oui, du nord au sud. En gros, tout le continent américain est très largement en avance. Alors, pour quelle raison? Alors, je vais vous faire une petite minute de parenthèse. D'où est venue l'agriculture de conservation? L'agriculture de conservation des sols, elle est venue de deux grands accidents climatiques. L'un aux États-Unis, le Dust Bowl, et l'autre, alors ça n'a pas été un accident aussi monstrueux, mais ça a été de multiples accidents. C'est le Brésil, avec des pertes de millions d'hectares, parce qu'ils pratiquaient l'agriculture à l'occidentale, et donc en plein pays tropical, quand il y a vous savez, il fait très sec, et puis il se met à pleuvoir des trombes, et la terre est nue. Vous imaginez ce qui se passe? Tout partait dans les rivières. Donc les Brésiliens disent avoir perdu 70 millions d'hectares, 2 fois la surface agricole française. Et ils disent, on va arriver à la récupérer, mais on sait maintenant comment il faut faire. On en a pour 50 ans. Et oui, parce que récupérer des sols quand ils sont perdus, c'est un sacré problème. Et les Américains, avec le Dust Bowl, vous avez dû en entendre parler, ça a fait la migration de millions d'Américains qui sont allés en Californie. Et ça, c'est aux États-Unis que ça a eu lieu d'abord, puis ensuite au Brésil. Et surtout aux États-Unis, ça a fait un choc culturel terrible. Et donc, il y a eu toute une réflexion sur comment cultiver et protéger le sol. Donc c'est pour ça qu'ils sont en avance sur nous, parce qu'ils ont un climat, en gros, qui est tel que là, c'est une question de survie. Nous, dans les pays tempérés, Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Alors moi, je voulais poser une question justement pour compléter votre question par rapport à l'Espagne. Parce que l'Espagne est un pays en voie de désertification. Là, il y a eu un article qui a été publié sur l'Andalousie, bon, que j'aime beaucoup. Où là, c'est les faibles qui sachent, et j'y étais il y a 2 ans, c'est le désert. Il y a des serres, c'est le désert. Est-ce que ce qui va poser aussi des problèmes migratoires, puisque l'Espagne, c'est pas très loin. Donc, est-ce qu'il y a des échanges aussi par rapport à l'Espagne qui est plus affectée que la France? Alors, oui, c'est compliqué là, non, parce que. Alors, attendez, donc je finisse le tableau. Donc, je vais parler de l'Amérique. Bon, il faut savoir qu'au niveau pays, bon, il y a évidemment la Russie, qui est partie à fond aussi en agriculture de conservation. Parmi les autres grands pays producteurs, l'Australie, oui, c'est l'Australie, ils est aussi partis dans cette direction-là. Donc, et puis l'Inde et la Chine, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ont déjà des agricultures. Ils ont de la main-d'œuvre pas chère. Voilà. Comme nous dans les années 50. Voilà. Comme la main-d'œuvre n'est pas chère du tout, on peut vraiment avoir énormément de gens au champ. Mais, et ça je rajoute le point crucial, c'est parce que ça, c'est des choses qui sont bizarrement pas connues en France. La FAO en a fait sa politique centrale. Vous allez sur le site de la FAO, produire plus avec moins, c'est vraiment, vous lisez le document, c'est l'agriculture de conservation des sols. Alors, c'est un mélange compliqué dans la présentation entre l'agriculture de conservation des sols et quelque chose qui s'apparaît par rentrer à la permaculture. Mais le principe est le même. Toujours couvert, toujours en production. Voilà. Avec le moins de moyens, le moins d'intrants. Donc c'est pour ça que je vous disais l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine sont déjà partis aussi dans des directions de ce type-là, de manière un peu différente, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes rapports de population. Et donc, alors, pour l'Espagne spécifiquement... C'est pour les milieux arides, parce que autant en milieu tropical ou subtropical, de l'eau, il y en a. Il y en a même avec de la chaleur, de la lumière. Mais en milieu aride, si ça pousse pas... S'il n'y a pas d'irrigation, si on ne peut pas porter l'eau, là, je ne vois pas trop. Mais pour le moment, je sais qu'en Espagne, ils vivent avec la sécheresse, je ne dis pas en permanence, mais quasi. Mais alors, je ne sais pas... Je sais qu'ils ont installé, c'est vrai, des stations de production d'eau à partir de la mer, ça c'est l'eau douce. Mais je ne sais pas si
Il y a tout un programme d'agroécologie, hein, c'est pareil. Ça va aller très loin, ça coûte très cher de transporter un agriculteur sur une centaine de kilomètres. Ah bah oui, c'est pas possible. Avec la désalination des mers. Non, non, ah bah ce sera juste pour la bordure. Hein. Dans le nord de Il y a les l'Espagne, serres déjà. Oui, on les sert de toute façon. dans le nord de l'Espagne, pour avoir assisté à un exposé d'un, donc ça doit être quelqu'un d'un institut technique espagnol, mais dans le nord de l'Espagne, enfin, ils ont des zones semi-arides, hein, c'est quand même beaucoup plus sec que le sud de la France, et où apparemment des systèmes d'agriculture de conservation permettaient de mieux utiliser l'eau, en tout cas disponible, et d'avoir, de maintenir des niveaux de production. Non, mais je sais pas, le bilan de l'eau. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il le raisonne, il n'y a pas de dialogue, enfin, j'ai pas entendu parler de trucs 4 pour 1000 en drapeau en Espagne. Par contre, tous les systèmes d'économie, parce que c'est ça, c'est économiser l'eau. L'Espagne, ce qui se passe au Maroc, en Tunisie, toute l'agriculture méditerranéenne est confrontée à ce problème plus de comment on fait pour stocker plus d'eau. Le problème numéro un, c'est l'eau. C'est l'eau. Moi, j'entends bien que l'agriculture de conservation a des atouts, chacun en a parlé, mais en même temps, je veux dire, elle ne bannit pas les pesticides, quoi. Et pour avoir enquêté une dizaine d'agriculteurs, là, cet hiver, bon, on en a rencontré, effectivement, qui... je veux dire, qui s'acheminent vers la conservation ou qui sont déjà en enlabour depuis longtemps ou avec du semi-direct. Et ils nous disent, ah oui, les pesticides, je les mets à dose homéopathique. Et quand ils nous donnent les doses, je me dis, c'est quand même beaucoup. Parce que, et quand on fait le calcul financier, du coup, je veux dire, ça revient entre 80 et 120 euros à l'hectare. Je veux dire, je trouve que c'est un vrai budget, quoi. Donc, ouais, je me dis que dans ce cadre-là, peut-être l'agriculture biologique a peut-être des inconvénients, mais elle a quand même aussi beaucoup d'atouts. Et les agriculteurs biologiques s'en sortent pas mal, même avec des rendements aux céréales qui avoisinent les 50 quintaux ou les 5 tonnes, comme vous voulez, à l'hectare, quoi. Enfin, ça, c'est en Seine-et-Marne et dans des régions agricoles quand même très favorisées, ça c'est sûr. Et pour revenir sur le scénario dont parlait mon voisin, là, le scénario local, reconnexion, demi-tarien, etc., en parallèle au stockage du carbone du sol, on a fait des estimations, je veux dire sur le long terme, des émissions de gaz à effet de serre en termes de CO2, de méthane et de N2O. Et ce scénario permet de réduire de 30% les gaz à effet de serre d'une manière générale. D'une part, le CO2 parce qu'on consomme moins de produits et tout ça, et de machinerie aussi. Le N2O parce qu'on n'a plus d'engrais minéraux, et le CH4 parce que il y a moins d'élevage. Parce que dans la mesure où on consommerait moins de viande, on aurait aussi peut-être des élevages un peu moins intensifs, je veux dire. Donc finalement, les 30% de réduction des gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est un petit peu ce qu'on attend. Enfin, c'est le cahier des charges de la COP 21. Hein. Donc, ceci dit, l'agriculture, ça ne représente pas 100% des gaz à effet de serre, on le sait tous. Hein. Ça représente entre 20 et 25%. Voilà. Donc, si on fait 30% d'économie ici, il faut faire 30% d'économie ailleurs, et on peut y arriver, à condition qu'il y ait une volonté politique certaine. Quoi. C'est 30% de moins par unité produite ou par hectare. Donc par unité produite, ça va bouger à peu près, je présume. Il faut faire des calculs. En général, statistiquement. Non, parce qu'il faut faire attention, parce que si on ramène les choses globales, par exemple pour le pays, baisser de 30% en ayant la production qui baisse de 30%, bon, c'est pas vraiment un gain. C'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'on peut aussi mettre moins en roulant. Hein. Et d'un point de vue économique, après, je ne suis pas du tout spécialiste, mais d'un point de vue économique, pour l'instant, l'avion reste quand même
Alors ça se développe, ça ne ressemble plus à un marché de niche, mais les prix sont quand même encore permettent de compenser des pertes de rendement par rapport au conventionnel. J'entendais simplement à la radio l'autre jour un reportage où les filières bio sont assez inquiètes parce qu'il y a une demande renforcée et que du coup tout le circuit de distribution se met aussi à raisonner vis-à-vis des bio comme vis-à-vis des conventionnels, et donc on tire sur les prix, et ces gens-là vont-ils continuer à gagner leur vie? C'est pas forcément évident. Si le modèle économique conventionnel finalement s'applique aussi à eux, C'est compliqué. où va-t-on? Il y a Enfin, en termes d'évaluation environnementale, c'est vrai que moi, je ne suis pas économiste. On aimerait travailler avec des économistes, ça c'est clair, mais... Mais ça veut dire quand même clairement que c'est l'ensemble du système agroalimentaire, en ce compris les circuits de distribution, de transformation, qui convient de prendre en compte, et pas seulement C'est la société dans son ensemble. ça, on en est tout à fait convaincu. C'est pour ça que la question du régime alimentaire est aussi extrêmement importante. Et leur modèle, je sais pas si c'est changé. Sur la question du régime alimentaire, il y a un point qui est important, c'est que quand on veut combiner un changement de régime alimentaire avec de la production bio, en fait, souvent on oublie que le bio nécessite des intrants organiques qui passent via l'élevage. Et donc, il y a une thèse qui est actuellement en cours à l'INRA de Bordeaux, et les premiers résultats montrent que un scénario total 100% bio sur la France et 100% vegan, en fait, n'est pas compatible. Donc on ne peut pas maintenir du bio sans avoir, en tout cas c'est ce que semblent donner les premiers résultats de cette étude, sans maintenir de l'élevage. Oui, je veux dire, le scénario est maintien de l'élevage. Non, mais on n'est pas vegan. Non, mais c'était pas une critique sur ce que vous faisiez. C'était juste que c'est souvent, on le voit souvent de manière découplée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est absolument pas découplé. C'est pas découplable. Reconquérir des éleveurs, c'est pas évident du tout. Oui. C'est un problème, mais il faudrait peut-être envisager l'élevage autrement. Je veux dire, il faut réinventer. Je veux dire, l'agriculture bio, c'est pas un retour à l'agriculture d'il y a 50 ans, l'agriculture d'une manière générale. Je veux dire, c'est pas ça qu'on souhaite pour nos agriculteurs, de toute façon. Je veux dire, on souhaite effectivement qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait de l'innovation et tout ça, mais ça peut se faire peut-être dans la conservation, mais aussi dans le bio. Je vois les agriculteurs bio, ils innovent beaucoup aussi, quoi. Il y a l'innovation dans tout système agricole. C'est ça. Donc, pour abonder un peu sur le débat qu'on vient d'avoir, sur l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, il est clair que les systèmes d'agriculture et de conservation des sols utilisent des pesticides, et ils le font parce que légalement ils sont capables de le faire, que comme un agriculteur dit conventionnel. En agriculture bio, ça c'est peu connu aussi, on utilise des pesticides, sauf que ce ne sont pas des produits chimiques de synthèse. Là aussi, ce n'est pas des utilisations systématisées chez tous les producteurs bio. Parce que l'agriculture bio a la particularité pour l'instant d'écouler ses productions à des prix très chers. Par contre, n'oublions pas que tout ce qui rentre dans un système bio, tout ce qui comporte le logo AB est aussi très cher. Et c'est au demeurant des produits naturels qui sont utilisés pour lutter contre des insectes. Dans le cas des pommes bio, ce sont aussi des produits de traitement. L'exemple, c'est la filière légumière qui sont en train de se développer très fort, parce qu'il y a une forte demande. Les filières légumières en bio. Et là, les agriculteurs, il y a une équipe de collègues qui accompagnent un groupe d'agriculteurs, et eux sont prêts à avoir des systèmes assez intensifs finalement, tout en restant bio évidemment. Et du coup, eux apportent des intrants, mais parce que c'est rentable pour l'instant. Les intrants de synthèse? Non, la synthèse est interdite. Autorisé par le cahier des charges. Ce qui est autorisé par Non, mais c'est pas parce que c'est autorisé que c'est pas nocif. historiquement qu'on en discute même plus que c'est pas toxique. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Donc, discuter de savoir si c'est toxique ou pas ne fait pas partie du parler politiquement C'est correct. plutôt que c'est pas franchement un pas en avant vers de l'autonomie. C'est plutôt ce terme. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Si demain on dit, si je vous écoute, pour améliorer le climat, il faudrait supprimer l'élevage, il faut quand même avoir aussi conscience qu'on a des surfaces agricoles sur le territoire national qui ne peuvent être exploitées que par de l'élevage. Si demain on voit ce que ça donne dans les zones de montagne, hein, où on a arrêté les exploitations par l'Espagne de moutons et de loups, Il faut de l'élevage, mais on n'a jamais eu autant d'incendies que quand on a arrêté l'élevage. Hein. Monsieur, il attend que moi. Ouais. C'est pour rebondir, on a prononcé le mot permaculture rapidement, mais ça n'a pas été évoqué pendant les présentations, quand on en parlait à la pause. Ok, alors il va de soi que la permaculture, dans la situation infrastructurelle actuelle de la France, n'est pas du tout généralisable. Ceci dit, est-ce qu'un terrain cultivé en permaculture stocke beaucoup de carbone ou pas? Et intuitivement, on dirait oui, forcément, puisqu'on a une sorte de forêt en permanence, un couvert en permanence, et une vie du sol, et une biodiversité importante. On dirait intuitivement oui. Est-ce qu'effectivement, les études montrent que oui? Et et on lit aussi ici ou là que en fait, même une petite surface, même moins d'un hectare, j'ai un doute sur le chiffre, mais une petite surface permet de dégager un revenu très conséquent, voire même décent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'on devrait essayer de changer les infrastructures pour rendre ce modèle-là plus... pour le faire pousser, quoi. C'est-à-dire, dans la mesure où il y a beaucoup de choses à essayer, est-ce que ça fait partie des choses qu'on devrait aider à faire pousser? Est-ce que dans la permaculture, Alors, je vais... Oui, alors, la première chose, c'est que la permaculture, aujourd'hui, est très connue parce qu'il y a un couple très médiatique qui est installé au bec et loin et qui, en refusant toute forme de technologie, ce qui est remarquable, parce que pas de machine, rien. Par contre, la technologie de communication numérique maîtrise très bien. Attention sur le pas de machine, hein. Il n'y a effectivement pas de machine mécanique. Par contre, il dégage un niveau de revenu très important parce que, ils font du business avec des formations. Je pense que le chiffre qu'ils avancent, c'est la vente des produits agricoles. Oui, Non, non. Non. Oui, mais cher. Les formations, oui, c'est 1400 € la semaine. Voilà. Et en plus, ils se servent des gens qui viennent en formation comme main-d'œuvre Oui. gratuite. Quoi. Oui, c'est pour ça. Les gens, on va passer 2 C'est pour ça heures que dans l'hectare. à je resterai desservir. prudent. C'est exactement pour ça que je pose la question. c'est un modèle Donc je resterai prudent. Et l'autre aspect. Définissez la permaculture. Bon, ensuite, donc ça représente une infime partie de la production française, c'est-à-dire qu'en termes de production, ça se compte peut-être en dizaines d'hectares, hein, l'ensemble de toutes les fermes. J'ai bien compris, justement, c'était pas ça. Oui, non, c'est presque rien. Mais donc, on fait en général pas de recherche approfondie sur 10 hectares, il peut rien. On pourrait les faire, mais moi j'ai quand même, intuitivement, j'aurais dit oui, la permaculture devrait fixer du carbone. Mais je ne suis pas sûr de vous dire pourquoi. C'est au moins sur les 2 exemples que je connais, c'est qu'ils ont reconstitué entièrement leur sol. Ils passent leur temps à faire venir des produits animaux sur leur sol, mais en quantité considérable par rapport à la surface, tellement que je me dis que quand on est sur un demi-hectare ou 1 hectare et qu'on voit que ça arrive constamment, à un moment donné, ils leur disent on a manqué de fumier de cheval. Ils avaient besoin de fumier de cheval. Donc, Oui, donc ça veut dire que c'est des choses qui viennent de l'extérieur qui sont importantes. nécessairement. Et oui, donc alors faire des calculs, ça va être très dur et on risque de se retrouver qu'à la fin, bien sûr, ils stockent, mais ça vient de l'extérieur. Donc soyons prudents et ne partons pas dans les trucs où pour le moment, c'est pas possible. Peut-être que dans 4, 5, 10 ans, surtout dans les pays où on en fait un peu plus, je pense à l'Inde, l'Australie, des trucs comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, on aura des données. où il y a la main-d'œuvre. Cuba. on disait tout à l'heure. Et de toute façon, on aura le problème de la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre qui fera la rentabilité. Oui. Merci. Pedros. On n'a pas défini la permaculture. Merci. Alors, j'ai plusieurs éléments là qui reprennent. Un sol qui est cultivé en permanence. Et plusieurs cultures en même temps. Du sol, la vie autonome. Donc, monsieur m'a aidé, hein, mais à distance. Non, mais c'est compliqué, c'est un débat. Donc,
plusieurs éléments. Je rebondis d'abord à la question là, des régimes alimentaires, etc. Donc c'est évident pour quelqu'un qui travaille sur l'agriculture que lorsque l'agriculture biologique a besoin d'animaux, parce que ce sont des animaux qui font la source... Pas que l'agriculture biologique a besoin d'animaux. L'agriculture, Non, le système agricole a besoin d'élevage. Non, une parcelle de monoculture super spécialisée en céréales n'a pas besoin d'élevage pour produire, en tant qu'intrant. Mais la question de régime alimentaire est super importante vis-à-vis des monogastriques. Et il faut tenir compte de la structure de terre entre grandes cultures donc, qui permettent, qui fournissent le fourrage aux monogastriques et aussi aux humains. Et donc les deux sont en compétition par rapport aux prairies qui sont exploitables que par des animaux d'élevage et qui peuvent être la source de nutriments dans le cadre d'une agriculture biologique. Donc là où le régime alimentaire a vraiment du sens, c'est vis-à-vis de la part de monogastrique, donc de la part du grain qu'on alloue à l'élevage et en le retirant de la consommation humaine. Donc là ça a tout son sens. Et la réduction de l'élevage, ça a été démontré à plusieurs reprises que c'est bénéfique pour économiser en terre, économiser en énergie, économiser en intrants, etc. Mais donc ça c'est important. Après, moi j'avais une question qui est un peu plus, peut-être un peu technique, qui rejoint cette réflexion-là. On sait très bien que dans le système de grande culture, l'efficacité d'utilisation de l'azote est très mauvaise. Donc, et que, par ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises, que séquestrer du carbone dans le sol nécessite de l'azote. Est-ce que ça, est-ce que donc, cette séquestration-là nécessiterait des apports supplémentaires d'azote, ou est-ce que ça pourrait être une opportunité aussi pour, d'une pierre deux coups, améliorer aussi l'efficacité d'utilisation de l'azote globale? Donc ça, c'est une question plus adressée aux biogéochimistes du panel. Et une autre question un peu plus générale, c'est par rapport à